La lettre F, chapitre 17. À l'hôtel, je pouvais songer à mon avenir, si avenir il y avait. La situation allait-elle se prolonger, ou ne s'agissait-il qu'un accès de fièvre, d'une société trop rigidement structurée, la pression d'une marmite bouillante dont on a soulevé le couvercle? L'exécution publique des F me tordait encore l'estomac. La foule, tétanisée, insensible, cruelle. Les croyants m'ont toujours fait peur. Qu'ils croient en l'État, en une religion, en leur idée, en leur équipe sportive, c'est du pareil au même. L'horreur, la méchanceté toujours prête à jaillir. Après une guerre civile, on se demande comment les gens, des voisins, ont pu s'entretuer aussi cruellement. La foule qui remplissait les arènes romaines pour applaudir la torture et la tuerie des chrétiens, des adeptes de Mithra et des prisonniers goths, c'étaient des citoyens de la ville. Quand les chrétiens ont pris le pouvoir, ils ont imposé le même sort aux Juifs, aux païens, aux hérétiques. Les supplices, les bûchers, les pendaisons ont souvent été l'occasion de fêtes populaires. Le massacre allait-il se parchaver en génocide complet, ou les tensions s'amenuiraient-elles en simple ostracisme? Allait-on faire marche arrière comme dans bien des campagnes précédentes? Aussi bien rêvé. Les journaux semblaient indiquer que le ministère avait décrété la fin des F au sein d'une politique à long terme, réfléchie, impitoyablement établie. Par contre, on savait que les journaux ont coutume d'exagérer. Évidemment, je ne pouvais pas me fier à une amnistie éventuelle. Je devais suivre l'hypothèse du génocide. Combien de temps cela prendrait-il pour éliminer tous les F? Nous formions sans doute 3 à 4 % de la société. C'était considérable, certes, mais pas assez pour que les autres aient trop de difficultés à se débarrasser de nous. F du monde entier, unissez-vous, avait proclamé quelqu'un lors de la réunion subversive. Ce n'était pas facile, étant donné qu'on ne pouvait quitter l'anonymat. On pourrait peut-être former des ghettos, on pourrait s'offrir comme de la main-d'œuvre à un bon marché, concurrençant le service civique. On pourrait réclamer un territoire, s'installer quelque part, entre nous, essayer de bâtir une autre société. Si rien de cela ne fonctionnait, on pourrait se lancer dans l'action clandestine, constituer un mouvement terroriste, nous défendre au moyen du sabotage jusqu'à ce que le gouvernement nous reconnaisse au moins le droit de vivre. On pourrait alors exiger l'exil et immigrer en Floride, en France, en Flandre, aux îles Fidji, en Finlande, n'importe où du moment qu'on nous accueillerait comme des citoyens libres. Oui, on pourrait faire des tas de choses. En attendant, j'étais seule. Voilà l'essentiel. J'étais seule et on voulait me tuer. Seule, il n'était pas question de faire du terrorisme ou de réclamer un territoire ou un visa d'immigration. Je ne pouvais pas espérer non plus qu'une autre main charitable vienne me secourir. Geneviève était une exception. La belle étudiante avait embrassé le crapaud, mais celui-ci ne s'était pas transformé en prince. J'avais tout au plus reçu un nouveau bail à court terme. Non, je ne devais compter que sur moi-même. Je pouvais toujours essayer de joindre les groupes de drogués et de miséreux qui circulaient dans les bas-fonds et les quartiers malfamés. Le gouvernement les tolérait, trouvant plus facile d'avoir des groupes de déviants que de permettre la vente d'alcool, de café, de tabac, de cannabis ou l'adoption de comportements sexuels originaux. On supportait l'existence de quartiers restreints d'asociaux afin de sauvegarder la facteur générale de la société. Comme tout le monde, j'hésitais à pénétrer dans ces milieux. Ne racontais pas des histoires de voleurs, de suicides, d'orgies dangereuses, de meurtres déréglés au sujet de ces quartiers-là. Je craignais le désordre. Je ne partageais pas les goûts et les préférences de ces gens. Vraiment, en y pensant bien, je ne considérais cette solution qu'en dernière extrémité. Alors, changer officiellement d'identité. Transformer Renaud, R-E-N-E-A-U, en Renaud, R-A-Y-N-A-U-D, comme on avait tendance à l'épeler. J'ai décidé d'appeler Jean Fillon, mon ami du ministère. N'ayant pas de téléphone dans ma chambre minable, je me suis rendue dans une cabine publique à 2 coins de rue. C'était une cabine neuve, d'un modèle que je ne connaissais pas. Une femme venait juste d'y entrer. En attendant qu'elle finisse son appel, je me suis mis à lire les instructions affichées sur le mur de la cabine. Tout à coup, des lumières rouges commençaient à clignoter sur le toit. La femme,
de plus en plus désespéré, essayait vainement d'ouvrir la porte de la cabine. J'ai compris tout de suite. Les téléphones n'acceptaient plus de pièces ni de jetons. On composait notre IS, numéro d'identité sociale, on ajoutait notre mot de passe et les frais étaient débités de notre compte. Cette femme était sans doute une F ou une personne recherchée dont le compte avait été bloqué. Quand elle avait composé son numéro, les portes s'étaient hermétiquement fermées. Je suis partie. Un fourgon de police arrivait déjà. Je me suis retournée. 2 agents ouvraient la porte, saisissaient la femme, la soulevaient et la jetaient comme un colis dans le véhicule. On a plus d'égards pour les chiens errants. Ils allaient la conduire tout de suite dans un des centres de solution finale. J'en tremblais. Ça aurait pu m'arriver si j'avais eu le temps de me servir de cet appareil. J'ai pensé à un petit restaurant pas loin de mon hôtel où j'avais remarqué un appareil téléphonique sur le comptoir. J'ai demandé au patron si je pouvais m'en servir. Non, dit-il sèchement. Il y a une cabane à 2 coins de rue. C'est urgent, juste 2 minutes. Pas question. Si je le permets une fois, tous les clients me le demanderont aussi. Je suis prêt à payer ce qu'il faut. Ici, je gagne ma vie en servant des repas, pas en louant mon téléphone. Pour une cigarette? Quelque chose brilla dans son regard. Depuis qu'elle était interdite, les cigarettes valaient de l'or. 5 cigarettes, pour 3 minutes, pas plus. J'ai accepté en remerciant Daniel Fauteux. J'ai vite eu Jean Filion au bout du téléphone. Bonjour Jean, c'est Serge. Écoute, je suis en train d'écrire un scénario où mon personnage doit changer de nom et obtenir un nouveau numéro d'identité sociale. Je veux que ça soit crédible, tu comprends? Qu'est-ce que tu me suggères? Quelles sont les procédures à suivre? J'inventais cette histoire pour le patron et 2 clients qui m'écoutaient. Jean comprit tout de suite. Impossible, mon vieux, il est trop tard. Écoute, tout le monde sait ici que les gens qui changent de nom le font parce qu'ils sont des F. Mais si je le change de Renault en Renault à Y, ce qu'il me faut pour mon personnage, ce sont des pièces d'identité toutes neuves, des papiers légaux contrôlables et un nouveau NIS. Entre toi et moi, Serge, on sait que tu es passé de Féno à Péno et ça va de soi de Péno à Renault. Si la police ne t'a pas encore retracé, c'est qu'elle est trop occupée ailleurs. Mais un conseil, laisse tomber Renault. Ce nom figure déjà dans la liste des personnes recherchées. Aide-moi quand même, que veux-tu que je fasse? Te cacher, résister en attendant de meilleurs temps. S'ils viennent, soupirai-je. Je n'y peux rien, vieux. De toute façon, ce n'est pas ma section. Et j'ai du travail ici. Excuse-moi. Il raccrocha. Je suis resté longtemps les yeux fermés, cherchant à m'enfoncer dans le noir de mon cœur pour me soustraire au noir menaçant qui m'entourait de partout.